Je reçois de plus en plus de demandes type et Charles, j'aimerais bien investir comme tu fais en agriculture, qu'est-ce qu'il y a à savoir, comment on se fait baiser en fait. Alors de ma courte expérience de nouvel agriculteur débutant, parce que je suis vraiment débutant, et effectivement il y a des coups cachés dans l'agriculture. Le premier c'est l'été, il faut pouvoir arroser pour éviter que ça crève en fait. Donc là je suis arrivé au Costa Rica, c'est la folie, là, on vient de faire 3 mois, c'est les pires 3 mois je crois en 7 ans que j'ai jamais vu. Il n'y a pas une goutte de pluie grosso modo. Donc il faut arroser quoi. Donc quand on investit pour avoir une taille suffisante en production, il faut prévoir un appareil d'irrigation, il faut prévoir des tubes, il faut prévoir une pompe. Donc soit on consomme l'eau de la ville, soit on prévoit le coup dès le départ et on achète un terrain avec une rivière, et puis on se sert de la rivière pour balancer de la flotte dans les plantations. Donc ça c'était le premier test, c'était le premier truc que j'ai lancé pour apprendre juste devant ma baraque qui est ici, comme ça quand je me lève le matin, je regarde ce qui se passe, ça m'inspire. Donc en fait il y avait 15 pieds de Sachenchi, et puis donc c'est rien du tout, hein, et puis j'ai testé aussi pour les papayes, pour tout un tas de conneries en fait, voilà, il y en a tout le long. Donc il n'y a pas de rivière ici, mais on s'en fout, c'était une plantation, c'était un petit machin tout test pour démarrer, il faut bien démarrer par quelque chose. Et voilà, donc on est coincé, donc il faut prévoir vraiment un investissement, une rivière, des tubes, une pompe, c'est le minimum, et ça coûte du blé, hein. C'est clair, ça coûte du blé. Ensuite le deuxième coup caché, c'est que quand il arrête de faire l'été et qu'on crève là, comme ça, il fait vraiment chaud là, et il se met à être en hiver. Vous connaissez comme moi, c'est le principe des saisons, ça fait un certain temps que ça dure, ça s'arrête jamais en plus. Bon alors donc quand c'est l'hiver dans un pays tropical, il se met à pleuvoir comme on connaît pas en France en fait, c'est-à-dire c'est la douche quoi. Donc après en plus de prévoir un arrosage l'été, il faut prévoir l'évacuation de l'eau, la gestion de l'eau l'hiver pour éviter l'érosion. Il faut prévoir généralement des trucs comme ça, des tranchées en fait, pour que la flotte se barre, et il faut gérer l'évacuation de la flotte là où on veut que ça se barre. Sinon ce qui se passe, c'est que les sols sont nettoyés à une vitesse pas possible. Et voilà, donc quels sont les coûts? Il faut avoir une machine, hein, un tracto minimum pour creuser, enfin préparer le terrain en fait. Bon ça a lieu qu'une seule fois, mais pour avoir une taille suffisante en agriculture, il faut quoi? Il faut 50, 100, 200, 500 hectares. Donc quand il s'agit de terrasser 500 hectares, la machine elle tourne 24/24 avec des bonhommes dedans pendant un certain temps, pendant un certain nombre de semaines même je dirais. Donc ça c'est un coût aussi qu'il faut prévoir dès le départ. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme coût? Ensuite ce qui se passe, c'est que il faut quand même de la terre dans laquelle les choses poussent, parce que si la terre est pourrave, ça pousse pas. Vous savez comme moi, c'est pas la peine d'avoir fait des hautes études scientifiques pour savoir que ça va merder si on ne nourrit pas la terre. Donc là le coût à nouveau, c'est il faut avoir une forêt à côté de son terrain sur lequel on fait agriculture à mon avis, pour prélever dedans des arbres. Il faut avoir un broyeur professionnel, ça coûte d'occasion au moins 10 000 $, un gros broyeur qui va quand même saucissonner des arbres déjà de taille correcte en fait. Et une fois qu'on a ce broyeur, il faut avoir au moins une remorque et une bagnole pour épandre sur les tranchées. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors encore une fois, c'est rudimentaire le truc là. Voilà, donc on y colle 10, 20, 30, 40 cm de broyat d'arbres au sol pour couvrir. Voilà, donc ça prend du temps. Donc on couvre avec n'importe quoi, hein, tout ce qu'on coupe. Quand on nettoie, il faut pouvoir nettoyer un peu une forêt, donc tout autour, et balancer et béner ça sur la terre. Donc ça coûte à nouveau des bonhommes, parce qu'il faut faire le boulot, et c'est un boulot qui est physique, hein, ça prend beaucoup d'énergie, et il faut donc à mon avis des moyens techniques, genre
bah, genre une remorque, enfin il y en a moins pour 10 000 $. Voilà. Et ça, il faut prévoir son coût. Enfin, d'après ma courte expérience, c'est qu'en saison des pluies, si on met du broyat, enfin moi je parle en zone tropicale, hein, parce qu'en France, je sais pas comment ça marche, mais en zone tropicale, si on met du broyat pendant la saison des pluies, ça commence à pourrir. Je l'ai déjà vu ici, c'était écrit sur le net, mais c'est pas des conneries, ça pourrit. Donc en fait il faut coller à la fin de l'hiver, donc à la fin de la saison des pluies, 50 cm de broyat qui vont être niqués pendant tout le printemps, tout l'été, tout l'automne. Et il faut qu'on arrive au début de la saison des pluies, généralement ça dure 2-3 mois dans l'année, où il faut que le broyat il était bouffé par le sol. Donc il faut quand même calculer son coût, il faut la jouer finaude parce que s'il y a trop de broyat pendant la saison des pluies, encore une fois, ça fait vite la gueule. C'est hallucinant en fait. Hein. Il y a tout qui pourrit assez vite. De toute façon, tout est extrême en zone tropicale. Tout va plus vite, mais du coup, les réglages doivent être plus précis. Encore une fois, je n'ai pas d'expérience d'agriculture en France ou en climat tempéré, mais en tout cas, moi ça me convient parce que ça fait comme du trading effet de levier. Je suis habitué à régler des trucs dangereux. C'est pas dangereux l'agriculture, mais voilà, il faut vraiment régler finaux, sinon ça pète quoi. Ça pète, on perd tout quoi. Donc ça c'est les coûts, à mon avis c'est les trois principales dépenses cachées au-delà de l'achat du terrain initial en fait. C'est vraiment ça qui diminue la rentabilité. Bon, je me suis mis un peu à long parce que ça tape trop. Ensuite dans la logique des coûts, il y a besoin de gens qui exécutent les tâches, qui exécutent les process, qui doivent les connaître. Donc il y a un travail de formation, parce que pour faire de l'agriculture un peu plus propre que la merde que la majorité des agriculteurs dans le monde font, il faut changer les habitudes, il faut changer la culture. J'en ai déjà parlé l'an dernier dans une vidéo, mais voilà, donc il faut un espèce de centre de formation, il faut les gens qui apprennent, qui vérifient par eux-mêmes que ce ne sont pas des conneries, pour qu'ils adhèrent et qu'ensuite ils exécutent, qu'on soit là ou pas. Donc il y a besoin d'une structure d'encadrement rapidement, hein, parce que dès qu'il y a plusieurs hectares déjà, ça fait une masse de boulot pas possible, ça consomme beaucoup d'énergie l'agriculture. Donc il faut prévoir une logique entrepreneuriale pour manager un team en fait. Mais c'est pas tout. L'agriculture, quand on le fait en zone tropicale, en dehors d'un pays à la con comme la France, et je vais y venir après, parce que la France c'est vraiment un pays de con pour l'agriculture, c'est vraiment le dernier des lieux dans lequel il faut le faire. Donc quand on est à l'international, il faut développer des compétences pour vendre la production. Donc soit des compétences commerciales pour trouver des acheteurs internationaux. Typiquement Allemagne, États-Unis, Japon, Chine, ça c'est les mecs qui achètent avec voilà. Et au-delà des compétences commerciales pour vendre la production brute, on peut aussi réfléchir à transformer le produit, donc la denrée agricole, on peut réfléchir à transformer pour avoir plus de pognon. Auquel cas là on rentre dans des compétences un peu plus industrielles, puisqu'il faut fabriquer un produit semi-fini ou carrément fini. Et donc là on rentre dans des plans encore plus gros quoi. Donc c'est pas accessible comme ça. Enfin, le mec qui a peur, c'est clair, le mec qui a peur c'est pas à mon avis le plan auquel il faut se lancer, parce que ça exige quand même des compétences économiques majeures. Donc voilà. Donc pourquoi la France c'est un pays de cons en agriculture? En fait mis tout bout à bout, tous ces coûts en fait de fabrication, ça reste rentable l'agriculture, à condition de jouer dans un pays qui nique pas en fait. Oui, c'est rentable, clairement c'est rentable, c'est plus rentable que les placements financiers qu'on connaît, hein, largement plus rentable. Malgré encore une fois, tout l'achat de machines, il faut pouvoir investir faut pouvoir investir à mon avis. Je sais pas, on peut démarrer agriculteur avec 100-200 000 $ en achetant une surface conséquente de plusieurs dizaines d'hectares. Ensuite il y a les quelques machines achetées, il y en a moins pour 50 000 $, donc à mon avis il y a quand même un budget de 200-250 000 $ pour se lancer. Mais malgré ça c'est rentable, à horizon 5 ans on peut retomber sur ses pattes, malgré toute la liste des coûts que je viens d'évoquer. Alors pourquoi c'est pas possible en France? Mais parce que c'est un pays de cons. C'est vraiment un pays de cons pour l'agriculture, la France, tout particulièrement. On est peut-être un pays de cons pour certains trucs, mais pour l'agriculture c'est sûr à 100%. Donc l'État nique les agriculteurs, mais alors
c'est une religion de baiser la gueule les agriculteurs français. Et donc là, ils sont là, une fois qu'ils ont pris l'État français dans la gueule avec toutes les politiques à la con, ben, ils gigotent encore un petit peu, mais difficilement. Et une fois qu'ils ont survécu à ces connards de fonctionnaires de l'agriculture, et ben les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils ont en face? Ils ont la grande distribution qui les rebaise une deuxième fois. Et quand on dit que la grande distribution française baise l'agriculture, je veux dire, je pèse mes mots, quoi, parce qu'ils font vraiment... Ils se font décapiter, les agriculteurs. D'ailleurs, si je racontais des conneries, ben, ça serait les rayons frais de légumes et de fruits, c'est ce qui rapporte le plus. Tout le monde le sait que c'est ce qui rapporte le plus dans les grandes surfaces. Donc si ça rapporte le plus, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'en face, sur la chaîne de valeur, il y en a d'autres qui sont en train de se faire baiser. En l'occurrence, c'est les agriculteurs. Donc... Et les consommateurs sont coupables également, puisqu'ils pourraient aller, je sais pas, acheter dans les AMAP, faire des efforts pour se fournir et mettre en place des filières qui leur garantissent de la qualité au lieu de la merde industrielle où toute la marge est captée en fait par la grande distribution et puis pour satisfaire le socialisme français. Parce qu'il faut quand même comprendre que le socialisme français, il déteste l'agriculteur. Je veux dire, dans notre culture française d'hommes super excellents, modernes, high level, mutants, voilà, que les socialos veulent nous imposer, qui se ressemblent tous d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de liberté en France et il y a pas et tout le monde doit être égal. Donc dans ce modèle-là, alors là, le travail à la terre, c'est vraiment considéré comme de la merde finie. Donc les Français ont pris l'habitude de se dire qu'avec des ploucs qui faisaient agriculture, c'est la vérité, et qu'il n'y avait pas moyen de gagner une seule thune avec l'agriculture. C'est aussi la vérité, on le sait tous, c'est le premier réflexe. Il y a plein de gens d'ailleurs qui m'ont dit, mais Charles, qu'est-ce que tu t'emmerdes à faire l'agriculture? Qu'est-ce que tu vas foutre ton argent dedans? Qu'est-ce qui te prend? Ça va pas, tu vas perdre, enfin tu vas rien gagner, mais qu'est-ce qui t'arrive? La vérité, non, c'est qu'il y a plein de pognon en agriculture. D'ailleurs, il y a pas mal de grandes fortunes qui en font, c'est pas pour rien. Ouais, c'est pas que. Alors les Français intello sociaux, ils se disent ouais, le mec il fait l'agriculture parce qu'il diversifie son patrimoine, c'est un gros richard. Non, c'est pas vrai, ça gagne. L'agriculture, ça gagne pas mal de blé. Mais pas en France. Ça c'est clair que ça gagne pas en France. Donc voilà, donc il faut vraiment comprendre que le jeu français de l'État, voilà, tout est fait pour vraiment qu'on gagne rien. La SAFER qui contrôle le prix des terres, voilà, genre pour aider l'agriculteur, mais une fois que l'agriculteur il est aidé, bah, il se fait baiser avec l'agriculture chimique. Grosso modo, il enrichit la banque, il enrichit les fabricants de matériel, il enrichit les fabricants d'engrais, il enrichit aussi les fabricants de semences. Tout ça c'est contrôlé, organisé, régulé. Au final, il reste pas une thune. Quand on est dans ce système-là à la con, tout le monde le sait. C'est pas d'ailleurs, il faut pas être un spécialiste de l'agriculture pour savoir que ce que je suis en train de raconter, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, donc ça c'est dur. Et les compétences commerciales, bah, quand on devient dépendant de la grande distribution, vous le savez comme moi, il n'y a plus une thune. Donc si vous avez les moyens de mettre en place un schéma économique sain, normal, c'est-à-dire que vous contactez directement, enfin vous avez l'opportunité d'entrer en contact avec les consommateurs finaux, sans avoir besoin de tous ces connards de parasites là qui bouffent sur la gueule des mecs qui travaillent la terre, bah ça, déjà votre équation financière va se modifier. Donc dans les pays anglo-saxons, il y a pas mal de mecs qui sont en train de lancer, ouais, il faut checker YouTube, mais il y a pas mal de mecs qui font qui lancent des fermes urbaines ou semi-urbaines, des petites surfaces, avec une optimisation de la production, une vente directe aux restaurants ou aux consommateurs finaux. Donc il y a pas mal de mecs comme ça qui se sont lancés et qui gagnent bien leur vie. Voilà, c'est assez, tout est assez intensif, optimisé, mais c'est toujours le même mécanisme, c'est-à-dire on sort du système général à la con et on fait un contrat de confiance, soit avec des acheteurs professionnels, genre restaurant encore une fois, ou avec des acheteurs, des consommateurs finaux privés, des ménages qui cherchent de la qualité. Parce que les Français, avec leur manière de faire, d'acheter auprès des grandes surfaces leur bouffe, ils se tirent une balle dans le pied également parce qu'ils achètent de la merde. La bouffe c'est quand même super important, c'est de ça qu'on tire notre énergie. Donc bouffer des produits complètement industriels, à mon avis, celui qui s'avale ça pendant 40 ans, il est en moins bon état au bout de 40 ans que celui qui sait quand même acheter sa petite production locale auprès de son fermier local,
qui est super travaillé, qui est avec une terre saine, qui est pas chimique, etc. À mon avis, au bout de 40 ans, il doit quand même y avoir un certain nombre de résultats, une certaine différence dans la pêche, même si c'est compliqué de trouver des métriques pour mesurer les différences. Vraiment, je pense que les Français, vraiment pour l'agriculture et la bouffe, c'est un pays de cons. Voilà, donc en tant qu'investisseur, si vous avez l'opportunité pour faire l'agriculture de quitter la France avec, encore une fois, il faut 200-300 000 $, je pense que c'est quand même une meilleure idée que de partir à l'international. Après, vous choisissez le climat que vous voulez, c'est le climat tempéré, le climat c'est super important, ça va déterminer les produits que vous allez travailler, et puis votre rendement, et puis également les compétences qui vont être nécessaires pour faire ce genre de plan. Voilà, c'est sûr que moi mes saisons des pluies et mon été, ça va pas être la même histoire. Et puis surtout l'évacuation de l'eau de pluie, c'est pas à mon avis en France, l'évacuation de l'eau de pluie ça va être un peu secondaire par rapport à ici. Toujours est-il qu'une fois que vous avez déterminé votre climat, et à mon avis il vaut mieux se barrer du système français. Il y a certaines expériences qui sont relatées sur YouTube en France, d'agriculteurs comme ça qui se lancent, qui vendent, qui font des AMAP, qui font de l'agroforesterie ou qui font de la permaculture. Il y en a qui disent qu'ils gagnent du pognon. Peut-être, je sais pas, ça dépend uniquement de ce que veut faire le consommateur final, encore une fois en France. Et surtout, ce qui me frappe par rapport au témoignage sur YouTube, c'est que c'est pas scalable. On peut pas, en fait, il y a tout un tas de choses, voilà, dont on nous parle. Mais quand on est investisseur, le but c'est après de, je sais pas moi, je suis là pour gagner du blé quoi. Avec l'agriculture, je suis là pour travailler proprement, mais je suis là pour gagner du blé quoi. J'ai pas envie de m'arrêter à 10 hectares comme ils font, comme 95% des agriculteurs font. Moi j'ai envie, je sais pas, 100, 200, 1000 hectares, j'ai envie que ça grossisse. Et le truc c'est que toutes les expériences, les petites techniques, les tricks, les machins, les témoignages vidéo de tous les mecs, ouais mais ça marche pas, ça marche peut-être pour 5 hectares, mais ça marche pas pour 500 hectares. Donc c'est compliqué de trouver une équation où on peut vraiment grossir sur de la grosse exploitation, sans devenir un gros porc comme ils font tous, là, même en France, là, les gros porcs qui balancent, mais qui font n'importe quoi, qui déglinguent tout. Tout ça pour tirer le maximum de pognon. Donc et puis en plus ils se tapent tous leur cancer, parce qu'on maintenant le sait, à force de manipuler ces putains de produits chimiques, ils font tous leur cancer à 60 ans. Donc sans tomber dans ces excès là, voilà. Et, je dois avouer que c'est quand même technique en agriculture. Il faut la stratégie de jeu, elle se réfléchit. Il faut trouver ce qu'on veut faire, et en face il faut mettre en place les moyens, la stratégie, les tactiques. Il faut que l'équation financière soit bonne. Voilà. Bon, moi après c'est une passion. Voilà, travailler la terre et créer un produit de qualité à partir de la terre, voilà, qui nourrit les gens, c'est aussi quelque chose qui... Moi je cherche pas la rentabilité maximale avec l'agriculture. Voilà, donc il faut tout mettre bout à bout, faire colonne plus, moins pour se décider. Voilà, j'espère que toutes ces informations aideront certains à réfléchir, voire à avancer un petit peu si vous voulez investir dans l'agriculture. Ensuite, un dernier point, c'est la demande mondiale des produits agricoles. D'une manière générale, on n'arrête pas de dire ouais, la population augmente, et donc l'agriculture, déjà on va pas pouvoir nourrir la planète entière, enfin tous les connards continuent de se branler dans le vide sur les grands chiffres. La population elle augmente, ouais, mais on s'en branle en fait. Ce qui compte c'est la population solvable. Et actuellement la population solvable augmente. Il y a un énorme débat, genre oui la mondialisation, oui, ça rend les gens plus pauvres, le capitalisme c'est de la merde, vive le socialisme, etc. etc. J'en passe, vous connaissez le discours français mieux que moi, parce que je me suis barré il y a 9 ans maintenant. Mais bon, c'est pas vrai en fait. Dans la réalité, c'est que sur Terre, il y a de plus en plus de gens qui ont de plus en plus de pognon. Ce qu'on appelle les classes moyennes. C'est ce chiffre-là que, si vous voulez faire l'agriculture, c'est ce chiffre-là qu'il faut surveiller en premier. La solvabilité des classes moyennes mondiales, et non pas les connards de gauchos français avec les pauvres et les riches français, etc. Ça n'a aucun sens, ça ne représente rien du tout sur Terre. Mais le fait est que oui, la classe mondiale,
ouais, elle augmente d'année en année. Voilà, donc que la population mondiale augmente, si c'est pour produire des nouveaux humains qui n'ont pas une thune et qui sont en train de crever la dalle, ça c'est pas très intéressant quand on est entrepreneur, investisseur. Mais le truc est que l'économie mondiale se développe. Alors évidemment, ça appauvrit l'Europe, ça appauvrit la France. Donc vu de la France, on a l'impression comme ça que c'est la merde finie, mais c'est pas la merde en dehors des frontières françaises, loin de là. Dans de nombreux pays, en fait, il y a des gens qui sont en train d'accéder à certains niveaux de vie et qui consomment de plus en plus de bouffe. Voilà, donc oui, je pense qu'à raison 10, 20, 30 ans, les cycles sont plutôt bien orientés en fait pour les produits agricoles. Alors après, il faut choisir son produit. Hein. Faut choisir ce que les gens ont envie de bouffer. Donc moi, j'ai choisi ananas parce que je suis sûr que comme il y a une drogue, le sucre est devenu une drogue mondiale, probablement la plus puissante et la plus répandue au monde, que l'ananas c'est tellement sucré que je me suis dit que je risquais pas de me rater avec. Voilà, donc j'ai une deuxième denrée, Sacha-Enchi, donc voilà, donc ça c'était les tests initiaux. Donc le Sacha-Enchi, j'ai transformé ça en huile et en protéines végétales. Donc je pense que là aussi il y aura de la demande pour de la protéine, beaucoup. Donc voilà, donc il faut quand même, quand on se lance dans une activité agricole, il faut quand même réfléchir à ce que veulent bouffer, à ce que veut la demande, les consommateurs finaux, qu'est-ce qu'ils veulent manger, quoi. On peut pas découpler ça. Voilà tout ce que je pouvais dire sur le sujet de l'investissement en produits, en denrées alimentaires agricoles, sous l'angle entrepreneur, investisseur et personnel, et passeport français. Voilà, je suis pas raté, j'ai réussi à bien allumer les gauchos français encore. Toujours maintenir la pression sur ces parasites. Je vous dis à bientôt.